Pourquoi laisse-t-on les usines fermées les unes après les autres pour cause de délocalisation? Je me rappelle quand même que M. Montebourg, quand il est arrivé au pouvoir, au semblant de pouvoir, après l'élection de M. Hollande en 2012, avait été nommé ministre du redressement productif. Il nous avait dit je vais lutter contre les délocalisations. On va voir ce qu'on va voir. On a vu. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Il n'y a jamais eu autant de délocalisations. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un article qui s'appelle l'article 63 du TFU qui porte sur les capitaux et les paiements et qui dit dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ben, ça veut dire, alors là aussi j'ai besoin de vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je m'adresse ici aux personnes qui, comme moi, ont plus de 50 ans, donc les diplodocus. Vous vous rappelez qu'en 1976, je ne remonte pas à l'homme de Cro-Magnon, hein, je remonte seulement à Raymond Barre, qui, il est vrai... Monsieur Raymond Barre, Premier ministre, en 1976, décide de serrer un petit peu le contrôle d'échange et décide que les Français ne pourront plus sortir de France. Ce n'était pas dramatique, c'était à chaque sortie de France du territoire avec plus de 5 000 francs, l'équivalent peut-être de 2 200 € de notre époque. Ça veut dire que lorsqu'un couple avec des enfants sortait, par exemple, au mois de juillet de France, direction la Costa Brava, il pouvait sortir avec l'équivalent de 4 500 €. Ça permet de vivre avec une famille de 4 enfants en vacances sur la Costa Brava pendant 3 semaines. Mais ça ne permet pas de construire une usine. On ne peut pas construire une usine avec 4 500 €. Parce que figurez-vous que quand on construit une usine à l'étranger, même dans un pays extrêmement pauvre, vous êtes obligé de payer l'achat du terrain ou la location à bail emphytéotique sur 99 ans. Vous êtes obligé de payer tous les frais administratifs, y compris peut-être des pots de vin dans certains pays. Vous êtes obligé de passer par un architecte. Vous êtes obligé de passer par des gens qui vont construire l'usine, faire les fondations, la dalle de béton, les murs, l'électricité, le chauffage, l'air conditionné, l'eau, les évacuations, les vitrages, le toit. Vous êtes obligé de payer aussi l'aménagement des bureaux, l'aménagement éventuellement d'une chaîne de fabrication. Vous êtes obligé de payer les premiers mois des salaires des gens que vous allez employer. Tout ça, vous n'avez encore rien gagné. Vous êtes obligé de sortir des centaines et des centaines de millions de francs ou d'euros. Alors avant, qu'est-ce qui se passait? Quand je dis avant, c'est sous la 4ème République et sous les débuts de la 5e, sous le Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en première manière, jusqu'en 92, jusqu'au traité de Maastricht. Mais avant, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Ça veut dire que si une entreprise voulait créer une usine à l'étranger, elle devait passer par toute une série de contrôles administratifs. Déjà, ça dissuadait énormément d'entreprises de le faire. Mais quand une entreprise voulait décidément le faire, elle devait aller au ministère des Finances. Je prends l'exemple de Peugeot qui veut créer dans les années 70 une usine de fabrication de 504 en Iran, avec son partenaire Iran Khodro, pour une usine qui va se situer dans la banlieue de Téhéran. Il faut sortir des milliards de francs. Le contrôle d'échange interdit de le faire sans autorisation expresse de l'État. Donc, les dirigeants de Peugeot vont au ministère des Finances, direction du Trésor, et expliquent leur projet. Et à l'époque, on examine le projet. Parce qu'un contrôle, c'est un contrôle, ce n'est pas une interdiction. Ça peut être oui ou ça peut être non. Alors les fonctionnaires vont regarder. Premièrement, est-ce que c'est bon pour Peugeot? A priori, oui, c'est Peugeot qui propose le projet. Mais enfin, on va quand même regarder, on va comparer avec leurs comptes, leur bilan. Est-ce que c'est bien raisonnable? A priori, c'est bon. Peugeot veut prendre pied dans un marché qu'il va créer, un marché automobile nouveau en Iran. Deuxièmement, est-ce que c'est bon pour l'Iran? A priori, oui, puisque le gouvernement de Téhéran a donné son accord. Et c'est assez normal, parce qu'un pays en voie de développement, qui n'a pas d'industrie automobile, dans les années 70, préfère voir une usine automobile se construire sur son sol, fût-elle sous capitaux étrangers, que de ne pas avoir d'usine du tout. Parce que cette usine, elle va créer de la valeur ajoutée, il va y avoir des ouvriers, des agents, des agents techniques, des cadres, etc., qui vont se former. On va avoir des salaires, la production de valeur ajoutée, un début d'industrialisation. Donc l'Iran,
c'est bon pour l'Iran. Troisièmement, est-ce que c'est bon pour la France? Ben oui, c'est bon pour la France. Parce que la France a des liens d'amitié avec l'Iran qui remontent à loin. Le voyageur Chardin, qui, sous le règne de Louis XIV, va en Perse. C'est le voyage de Chardin en Perse, vous connaissez peut-être. Une ambassade du roi de Perse qui était venu voir Louis XIV à Versailles. Sous la dynastie des rois de Perse, ou des Shahs d'Iran, c'est la même chose, mais la Perse a repris le nom de l'Iran au début du XXe siècle, qui est un nom qui était remonté à 2500 ans. Sous la dynastie des Qadjars, puis la dynastie des Pahlavis, le médecin personnel du roi ou du Shah était toujours un Français. Et la cour de Téhéran parlait toujours le français. Maintenant, si on a des voitures françaises Peugeot qui commencent à être fabriquées en Iran et circuler sur les routes de l'Iran, ça va donner à notre pays un rayonnement industriel. On va avoir des ingénieurs qui vont aller à Sochaux, Montbéliard, qui vont apprendre le français, qui vont se former à des fabrications françaises. On va avoir des garagistes qui vont, à travers tout l'Iran, commencer à s'intéresser à la mécanique d'une voiture automobile française. On va avoir des gamins dans les rues qui ont 9 ans, 10 ans, qui vont se dire « Ah, quand je serai grand, j'aurai une voiture française. » Et puis ces voitures, elles vont être fabriquées, puis elles vont être distribuées. Elles vont être vendues en Irak, en Afghanistan. On est dans les années 70. Donc c'est bon pour la France, pour le rayonnement, le prestige industriel de la France, le développement de la langue française. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France. Quatrième et dernier point, et quid pour les ouvriers français et pour l'emploi en France? C'est bon ou c'est mauvais? Eh bien, c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Parce que les voitures qui vont être fabriquées à des très très bas coûts sur place ne peuvent pas être réimportées en France. Parce que nous sommes maîtres de notre commerce extérieur, parce que ces voitures sont destinées à un marché local qui est nouveau. Donc il n'y a pas de concurrence avec la production en France. Mieux encore, il va falloir envoyer des pièces détachées à la filiale qu'on construit en Iran, et donc on va embaucher en France des ouvriers qui vont fabriquer des pièces détachées. Ça va créer de l'emploi. C'est bon pour Peugeot, c'est bon pour l'Iran, c'est bon pour la France, c'est bon pour les ouvriers français. Bingo, on dit oui. Mais que l'un de ces éléments n'ait pas été bon, on disait non. Par exemple, si Renault avait dit « Je vais créer une usine en Slovaquie pour fabriquer des voitures avec des coûts très bas de salaire et de charges sociales, pour ensuite importer ces voitures en France et les vendre en France en faisant un profit maximal, parce que je ne serais pas soumis aux charges sociales en France et aux salaires français », alors à l'époque, on aurait dit non, parce que c'était directement la destruction de l'emploi en France. Voilà. Eh bien, c'est ça qui a fait voler en éclats l'article 63 du TEFU. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux sont interdites, c'est-à-dire que désormais, Peugeot peut aller s'installer en Chine, à Wuhan, pour y construire une usine automobile. En quoi d'ailleurs, j'y suis allé avec Jacques Chirac, en quoi d'ailleurs ils ont eu raison, parce que ces voitures ne sont pas importées en France, c'est pour irriguer le marché chinois. Donc nous, moi je ne suis pas hostile toujours à ce genre de choses. Mais en revanche, lorsque Renault, effectivement, s'est installé en Slovaquie, ils ont pu le faire. Eh bien, ça directement nuit à l'emploi en France. Le résultat de cette belle politique, si je dis belle de façon ironique, de cette politique est le suivant. La destruction de l'industrie française. Ici, vous avez une carte. Une carte de France, c'est l'industrie en 1968. Vous avez ici, en vert pomme, les endroits où la main-d'œuvre française, à l'époque, travaille dans l'agriculture. C'est-à-dire, plus exactement, les gens qui travaillent dans le secteur secondaire, le secteur industriel, sont moins de 20%. C'est-à-dire, les gens sont essentiellement dans l'agriculture ou un peu dans le tertiaire. Donc, on voit ici une carte, une ligne fictive qui va à peu près de Cherbourg jusqu'à Marseille, qui divise la France en deux. D'un côté, la France du sud-ouest et de l'ouest et du sud-ouest, où la part des salariés français qui travaillent dans l'industrie est en général faible. Si c'est vert pomme, c'est moins de 20%. Si c'est jaune, c'est aux alentours de 30-35%. Si c'est orange, c'est aux alentours de 35 à 40%. Puis si c'est orange foncé, c'est soit 50%. Et quand c'est un marron qui devient quasiment noir, c'est plus de 50%, 60%. Vous voyez d'ailleurs à l'époque les grands endroits où il y a beaucoup d'industrie en France. La vallée de la Seine, les raffineries, les mines dans le nord de la France, la sidérurgie en Moselle, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez ici Peugeot, justement, à Sochaux, Montbéliard. Vous avez ici le Creusot.
Vous allez à la vallée du Rhône, vous avez notamment, justement là où nous sommes, à Grenoble, vous avez à Lyon, etc., vous avez toute une France industrielle. Avec donc, à chaque fois que c'est marron, c'est plus que orange, c'est plus de 50% des salariés français qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Alors ça, c'est en 1968, c'est une carte qui est tirée du livre Le mystère français d'Hervé Lebras et Emmanuel Todd, publié en 2013. Je demande aux personnes qui sont un petit peu fragiles de fermer les yeux par rapport à ce qui va suivre. Ça, c'est l'industrie française en 1968, et 40 ans après, c'est l'industrie française en 2008. On dirait un peu, pour ceux que ça intéresse, vous savez, la mer d'Aral, aux confins de le Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, qui s'est évaporée. Vous voyez que nous allons vers la fin de l'industrie. Alors certains pourront dire, et ils auront raison, qu'il faut un petit peu nuancer cette carte en faisant remarquer qu'il y a depuis 40 ans, au cours des 40 années, c'est en 2008, 2017 c'est bien pire encore. Ils feront remarquer qu'il y a des professions nouvelles, notamment dans l'informatique, qui se sont développées, que le secteur tertiaire s'est beaucoup développé, qu'il y a de la robotisation qui est arrivée. Ils feront remarquer qu'il y a du secteur quaternaire, paraît-il, avec les activités virtuelles, les jeux vidéo et autres. Ils n'auront pas tort. Mais ils n'auront pas totalement raison non plus, parce que la réalité, c'est qu'en fait, la France a perdu une usine, à peu près par jour ouvrable, depuis 15 ans. Qu'on a perdu pratiquement 40% de l'emploi manufacturier en France. Et qu'est-ce qui fait que la France est un pays riche? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche? Ce n'est pas donné de toute éternité qu'un pays soit riche. Alors en fait, il se pose un problème. Qui est-ce qui a intérêt à ça? Qui a intérêt à ça? Ce n'est pas les ouvriers qui voient disparaître leurs emplois. Ce n'est pas les agents de maîtrise, les agents de maintenance, les agents techniques. Ce n'est pas les cadres moyens, les cadres supérieurs. Ce n'est pas non plus le directeur de l'usine. Tout le monde se retrouve à pied, et triste, et furieux. Et c'est d'ailleurs la famille entière qui y pâtit. Ce n'est pas non plus le maire de la commune où ça se passe, ou le maire des communes avoisinantes. Ce n'est pas non plus les commerçants, les artisans, parce que tout le monde voit que l'emploi dégringole. C'est des régions sinistrées dans le nord de la France, ici. C'est épouvantable. Il y a certains endroits, c'est des régions totalement sinistrées. Donc les hommes politiques locaux n'y gagnent pas non plus. Alors qui a intérêt à ça? Alors on revient au texte. Relisez avec moi. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ce petit morceau de phrase, il faut que vous l'ayez bien à l'esprit. Ça veut dire que cette politique de liberté, de libre circulation des mouvements de capitaux ne se limite pas à l'intérieur, au périmètre de l'Union européenne. Il concerne les pays tiers. Par exemple, j'ai beaucoup parlé d'automobile, c'est un truc, une industrie lourde. On va parler de choses plus légères. De soutien-gorge. Soutien-gorge Le Jaby, fabriqué à Yssingeaux, dans la Loire. Un jour, il y a eu, je ne sais plus, 250 ouvrières qui ont appris que c'était terminé. L'entreprise partait, allait s'installer en Tunisie. C'est en dehors de l'Union européenne, mais c'est l'application de l'article 63. Les décideurs, un lointain conseil d'administration, avaient décidé de délocaliser cette production parce que c'était trop cher à Yssingeaux et qu'ils allaient aller du côté de Tunis pour faire de la thune easy. C'était pour voir si vous suiviez. Ça veut dire qu'au passage, je me permets de tordre le cou encore à un autre argument de la propagande. Quand je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il y a des gens qui disent « Quoi? Comment? C'est scandaleux, vous êtes raciste, xénophobe ?» Je ne dis pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Moi, je suis en faveur qu'on noue des partenariats avec le monde entier.
mutuellement profitables. Par exemple, qu'on ait un accord avec la Chine, etc. À ce moment-là, les mêmes qui me disaient que j'étais raciste, 2 minutes après, mais ils ne me rendaient pas compte. Si on ne fait pas l'Union européenne, on va se faire bouffer par les Noirs, les Arabes, les jaunes, les Blancs. Je dis, attendez, c'est qui est raciste? Et on me dit, on m'assène, mais si, il faut faire l'Europe pour avoir des champions industriels européens. J'ai vu que M. Macron nous a sorti ça il y a 3 jours. C'est un truc éculé de la propagande européenne, mais il l'a sorti comme c'était une nouveauté en disant il faut une Europe forte face à la Chine, face aux États-Unis. Mais il y a des gens qui le croient, hein, honnêtement. Il y a des gens autour de vous qui vont dire attendez, la France ne peut pas rester toute seule. Il faut absolument qu'on fasse alliance, pas ça. Mais si c'était le cas, on n'aurait pas mis et entre les États membres et les pays tiers, parce qu'entre les États membres et les pays tiers, c'est ça qui permet justement à toutes les entreprises d'aller s'installer en Chine. La construction européenne n'a pas vocation de faire un pôle fort face à la Chine, puisque justement les traités européens sont en train, comme d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, sont en train au contraire d'industrialiser à toute allure la Chine. Alors ça veut dire que même les partisans de la construction européenne n'ont pas intérêt à ça. Alors qui a intérêt à ça? Eh bien, je vais vous montrer une personne, ce n'est pas une vindicte personnelle, mais je vais vous montrer une personne qui a intérêt à ça. Monsieur Amancio Ortega, le nouvel homme le plus riche du monde. Ce monsieur, il a une fortune personnelle de 79,5 milliards d'euros. Ah, madame, vous pouvez aller vous rhabiller. On a appris ça au mois de septembre 2016. Et qui est ce monsieur? Il a battu Bill Gates. Bill Gates n'a que 78,5 milliards d'euros. Qui est ce monsieur? C'est un monsieur intelligent qui a commencé, c'est un Espagnol qui a commencé sa vie, il doit avoir quelque chose comme 65-70 ans, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Il a commencé sa vie dans un atelier de confection à La Coruña, en Espagne. Et puis, dans les années 80-90, il a eu une idée qui était une idée intelligente, qui c'est de dire qu'il allait faire fabriquer des vêtements, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous ayez vous rhabiller, qu'il allait fabriquer des vêtements dans des pays très, 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 très pauvres. Et en premier lieu, l'un des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh, où on a justement des matières premières qui permettent de faire du textile, des vêtements. Il y a du jute, il y a du lin, il y a du coton, il y a une main-d'œuvre pléthorique, 150, 160 millions d'habitants, très très pauvre. On peut payer des gamins ou des adolescents, des jeunes femmes, des jeunes hommes, actifs, très vifs, on peut les payer $1 par jour. Et donc il s'est dit, je vais aller construire des usines au Bangladesh, et je vais faire travailler cette main-d'œuvre, et puis il va conserver dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, les États-Unis, la Corée, le Japon, il va avoir des toutes petites structures, des espèces de petits cabinets de design qui vont suivre en permanence les évolutions de la mode, les couleurs, les formes, etc., et qui vont passer commande par Internet de 20 000, 30 000 robes, de 50 000 polos, etc. Des petites séries qui vont faire très peu de stock. Ça va coûter un t-shirt ou une robe va coûter un t-shirt va peut-être coûter à la sortie usine à Dhaka, capitale du Bangladesh, va peut-être coûter à la fabrication 1 euro, peut-être même pas. Et puis ça va être vendu dans les magasins qu'il a construits, enfin qui dépendent de son entreprise Inditex, c'est-à-dire les magasins Zara. La chaîne de vêtements Zara, eh bien, ça va être vendu 19,99 €. Alors même si on tient compte des frais de transport, d'assurance, de dédouanement, évidemment, ça fait un profit considérable. Mais le consommateur, en France, ou en Italie, ou en Espagne, ou aux États-Unis, au Canada, en Corée, au Japon, etc., ou en Australie, va être content de s'acheter un truc pas cher, pas trop cher, même si c'est extrêmement cher par rapport à ce que ça a été payé. Alors M. Amancio Ortega, lui, il a intérêt à cet article 63 qui est pour la libre circulation des mouvements de capitaux entre les pays membres et entre les pays membres et les États-Unis, puisque c'est justement ça qui lui a permis de construire des usines au Bangladesh. Et quelles usines? Regardez, l'usine Rana Plaza à Dhaka. C'était un immeuble construit de briques et de brocs, ne respectant pas les normes de sécurité, comme c'est souvent le cas malheureusement dans le sous-continent indien.
Et puis dans cet immense immeuble, le 24 avril 2013, l'immeuble s'est effondré de l'intérieur parce qu'à tous les étages, il y avait des usines, des machines textiles qui produisaient des robes, des t-shirts, à toute allure, avec des ouvriers, des ouvrières qui étaient là-dedans, mais c'était dans un état de grande précarité. 1138 ouvriers et ouvrières du textile qui fabriquaient des t-shirts, des polos, des pantalons pour des grandes marques occidentales, pour Zara, pour H&M, pour Auchan, pour Carrefour, pour Camaïeu, pour Casino, pour Leclerc, ont été tués dans l'effondrement de l'immeuble, à la grande souffrance évidemment des parents. 1138 personnes. Au même moment, d'ailleurs la même année, Zara a dégagé 2,4 milliards d'euros de profit, Carrefour 1,26 milliard, Auchan 767 millions. Alors eux, ils ont intérêt à cet article 63. Les actionnaires de Carrefour, d'Auchan, d'Inditex ont intérêt, eux, à ça. Au passage, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de philosophie économique et politique. Parmi vous, dans cette salle, pratiquement tout le monde, je suppose, est allé acheter un jour ou l'autre quelque chose chez Zara, ou chez Carrefour, ou chez Auchan, parce que ça arrive. Parce que dans ces grandes cathédrales de notre époque, vous êtes un samedi, puis vous voyez, tiens, il y a une paire de chaussettes en pur fil d'Écosse, bah tiens, hop, j'achète parce que c'est pas cher, et puis c'est... Donc, une partie de chaque Français approuve ce système. Mais une autre partie ne l'approuve pas, c'est la partie de celui qui est devenu au chômage. Le système qui a été mis en place avec ce système dit de mondialisation a pour effet de faire monter concomitamment le désir de produits matériels. Il y en a plein les galeries commerçantes, plein les galeries commerciales. Vous avez partout une augmentation colossale de tout ce qui est présenté. En plus, ça s'accompagne d'une évolution civilisationnelle où on fait croire aux gens que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie, ce qui est mon cas. Je suis désolé. On fait croire aux gens que la seule chose qui compte au monde, c'est l'appropriation de produits. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'augmentation de la productivité dans l'agriculture. Je rappelle que, je ne l'ai pas mentionné ici, je ne peux pas parler de tout, mais un autre article des traités européens dit que la politique industrielle de l'Union européenne a pour objectif l'augmentation de la consommation. Les traités européens fixent comme objectif fondamental un traité sans limitation de durée, l'augmentation de la consommation. Ça veut dire que si vous vous êtes acheté 4 paires de chaussures une année, vous devez en acheter 5 l'année. Enfin, devez. Je veux dire, d'un point de vue macroéconomique, il est prévu que vous en achetiez 5 l'année suivante, 6, etc. Rappelez-vous le traité d'Utrecht qui a 304 ans. En 2321, il faudra que vous achetiez 310 paires de chaussures. Pratiquement une par jour, ça se terminera. Vous vous rappelez peut-être l'épouse du président philippin Marcos, qui avait été... il y avait une révolution contrôlée dans les années 80. Puis la population est arrivée dans le palais présidentiel à Makati, près de Manille. Ils étaient arrivés à entrer dans les appartements privés de l'ancien président philippin et de sa femme Imelda Marcos. Ils avaient découvert qu'elle avait, 1500 paires de godasses. C'est resté célèbre dans les annales. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une civilisation qui produit d'une part une augmentation du désir de biens matériels, de plus en plus à portée de tous, et au même moment une augmentation constante du chômage, puisqu'on a dissocié le lieu de production du lieu de consommation. Donc on consomme en s'endettant, c'est des sociétés qui vont développer l'endettement. En fait, il s'agit d'avoir recréé une espèce d'économie négrière au niveau planétaire, avec des peuples blancs qui consomment et qui travaillent de moins en moins, et des peuples de couleur qui travaillent de plus en plus et qui travaillent pour les autres. En gros, c'est ça. Hein. Est-ce que vous voyez ce que ce truc a de déstabilisant et de non supportable sur long terme? Qu'est-ce qui se passe? C'est presque de la psychanalyse que je fais. Si vous avez d'un côté la montée du désir, de l'autre côté l'impossibilité d'assouvir ce désir. Des sociétés schizophrènes, malades. Dans tout l'Occident, dans tous les pays de l'OCDE, parce que c'est des politiques de l'OCDE, vous avez des gens qui consomment de plus en plus d'alcool. La consommation d'alcool bondit, de plus en plus de psychotropes.
consommation des drogues, de plus en plus d'anxiolytiques. Les Français mangent du Lexomil matin, midi et soir et la nuit. On a augmenté en France la consommation d'anxiolytiques de plus 100% en 10 ans ou en 15 ans. Et puis, bien entendu, l'augmentation de la criminalité. Oui. Et pas seulement en France, hein, dans tous les pays de l'OCDE. Songez à ceci et songez à ce modèle civilisationnel que l'on nous a imposé. Mais alors, il n'y a pas que les actionnaires de ces entreprises et puis le consommateur honteux qui approuve en fait ce système qui sont bénéficiaires. Ceux qui sont bénéficiaires, c'est également dans le sens rentrée. Parce que là, je vous ai parti dans le sens sortie des capitaux. Mais il y a aussi le sens entrée des capitaux. Parmi les bénéficiaires, vous avez aussi votre ami, l'émir Ahmad Al-Thani, Al-Khalifa Al-Thani, qui était l'émir du Qatar. Il a changé maintenant, il y a eu une révolution de palais à Doha, c'est son fils. Le Qatar, par exemple, peut maintenant venir en France et acheter la France par appartement. L'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris, le Paris Saint-Germain, le club de foot, à Paris, etc. peut tout acheter. Puisqu'il n'y a pas de limitation. Sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 92, l'État français pouvait dire non. Pourtant, il y avait déjà un émir du Qatar, un roi d'Arabie Saoudite, des fonds de pension chinois, des milliardaires hongkongais, etc. Mais maintenant, on ne peut plus s'y opposer. Si on vend, et s'il y a quelqu'un qui peut acheter, on ne peut plus s'y opposer. Donc vous avez l'émir du Qatar qui achète la France, qui accessoirement d'ailleurs donne un petit billet à nos hommes politiques qui évidemment ne vont pas s'opposer à ça. Je rappelle d'ailleurs que le Qatar est dans Vinci, que les fonds de pension qui bénéficient de tout ça sont au capital de Bouygues qui possède TF1. Donc il est peu, et je comprends que je ne sois pas invité tous les 4 matins sur TF1. Ah oui. Il y a des raisons aux choses. Si vous ne me voyez pas sur TF1, c'est parce que je dis des choses qui ne plaisent pas aux propriétaires de TF1. C'est pas si compliqué à comprendre quand même. En revanche, moi je dis des choses qui sont là pour défendre le peuple français. Et si le peuple français préfère écouter TF1 que m'écouter, notre pays malheureusement est foutu. Un fonds d'investissement chinois rachète les terres du Berry, 1500 hectares de terres rachetées dans le Berry par des fonds chinois. Notre pays est vendu à l'encan. Il y a un an ou 2 ou 3, j'avais dit, vous verrez, on va finir par vendre le château de Versailles. Ça y est, c'est quasiment fait. Vous avez déjà vu, il y a une aile du château de Versailles maintenant qui vient d'être louée, pas vendue, mais louée à une grande société hôtelière américaine. Elle viendra un jour, peut-être dans 10 ans, où on vous expliquera finalement la Joconde. Bon, si on a une belle reproduction au musée du Louvre, c'est pas mal, mais l'émir du Qatar nous en propose 15 milliards. Donc, est-ce que les Français vont se ressaisir ou pas? Alors, madame de tout à l'heure, en fait, je reviens vers elle, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle m'a glissé à l'oreille quelque chose. En fait, elle a joué à l'euro million, elle a gagné 100 millions d'euros. Elle ne vous l'avait pas dit parce qu'elle avait peur que vous alliez la taper. Moi, je lui ai déjà dit, d'ailleurs, elle a gagné 100 millions. Je lui ai dit, j'espère qu'elle va me donner 7 500 euros pour l'UPR. C'est le maximum annuel. Elle a gagné 100 millions d'euros à l'euro million. Elle a décidé de s'acheter un château en Isère, un château médiéval, il y en a quelques-uns, très bien aménagé, 12 millions d'euros. Vraiment un truc super luxueux. Elle a décidé de s'acheter un pied-à-terre à Paris avec vue sur Seine, 50 mètres carrés dans l'île Saint-Louis. Allez, 6 millions d'euros. Pour faire plaisir à son mari, elle a décidé de lui acheter une Ferrari Testarossa. Et puis elle s'est fait aussi un petit plaisir. Le couple est allé s'acheter une villa à Saint-Martin dans les Antilles avec une piscine hollywoodienne à débordement. Ils sont les voisins de palier des Balkany. Après avoir dépensé tout ça, il en reste encore 70 millions d'euros à dépenser. Alors, elle ne sait pas quoi faire, puis d'un seul coup, il y a une idée. C'est ce que vous me disiez, madame. Voilà. Elle s'est dit, puisque l'émir du Qatar a acheté l'hôtel Georges V à Paris, eh ben moi, je vais aller à Doha pour acheter un hôtel.
Elle prend donc un avion première classe sur Qatar Airways, très chic. On lui sert des langoustes en belle vue, du caviar comme s'il en pleuvait. Elle arrive à Doha. Elle va voir un real estate agent, un agent immobilier, et elle dit, voilà, je voudrais acheter un hôtel à Doha. Et elle va tomber sur quelqu'un qui va la regarder avec des yeux ronds et qui va lui dire les. Les, ça veut dire non. Alors elle va dire, comment ça, non? Non. Attendez, comment ça, non? Non, c'est interdit aux étrangers. Elle va dire, attendez, l'émir Al-Thani a acheté l'hôtel Georges V, l'hôtel Prince de Galles, l'hôtel Martinez à Cannes, et moi, je n'ai pas le droit d'acheter un hôtel au Qatar. Ils vont vous dire, ben non. Ça, c'est votre problème, c'est pas notre problème, c'est votre problème. Alors, elle va quand même être choquée, elle va partir de là, elle va dire, ils sont sacrément mal embouchés, les Qatariotes. Très bien, je m'en vais. Elle retourne à l'aéroport à Doha, elle prend un vol Doha-Shanghai. Elle arrive en Chine, là, elle prend une limousine, elle se fait conduire à Hangzhou, qui est à environ 140 km au bord du lac occidental. Un joli, un bel endroit en Chine. À côté du lac occidental, il y a des montagnes, un peu dans la brume, et puis il y pousse un arbuste célèbre qui s'appelle Camellia sinensis, le camélia de Chine, c'est le thé. Vous savez que le thé est originaire de Chine, ce sont des théiers. Et à Hangzhou, vous avez le Langjingcha, c'est-à-dire le thé du Puy du Dragon, c'est un des très grands crus de thé de Chine. Et elle se dit, puisqu'il y a un propriétaire de casino à Macao qui a acheté le château de Gevrey-Chambertin dans les Côtes de Nuit, en Bourgogne, qui est un des grands crus de Bourgogne, eh bien moi, je vais acheter 6 hectares de ce grand cru de thé qui s'appelle Langjingcha. Donc elle va aller voir un agent immobilier en Chine, donc à Hangzhou, et elle va lui dire son projet. Et il va le regarder, il va dire « meilleur ». Meilleur, ça veut dire « non ». Alors elle va dire « mais comment ça, non ?» Il va dire non, c'est interdit aux étrangers. Alors, à ce moment-là, elle va prendre l'avion, elle va revenir ici, à Lyon, et ensuite à Grenoble, et elle va ruminer. Je vous dis tout ça parce qu'une fois que madame, elle sera allée au Qatar et en Chine, et qu'on lui aura claqué la porte au nez, elle va revenir en France et elle va dire « les salauds ». Pas les Qataris et les Chinois, hein. Les salauds, ce sont ceux qui nous ont dit ici en Europe que c'était la mondialisation inévitable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des pays du monde n'ont pas accepté cette libre circulation des capitaux qui nous a été imposée à nous par l'Union européenne à la demande d'une oligarchie qui tient le pouvoir aux États-Unis et à Bruxelles, et qui, en fait, a poussé tous les pays de l'OCDE, il faut ajouter, en gros, le Japon et la Corée. En fait, nous avons des gens, des multimilliardaires, qui ont décidé de maximiser leurs profits à court terme, de maximiser leur fortune, au détriment du niveau de vie des populations dont ils émanaient. Le Qatar peut acheter des hôtels en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter un hôtel au Qatar. La Chine peut acheter des terres en France, mais il est impossible qu'un Français puisse acheter des terres en Chine. Les autres pays du monde, et notamment ceux qui réussissent, n'ont pas adopté les mêmes techniques, les mêmes pratiques, les mêmes réglementations, plus exactement l'absence de réglementation que nous. Cette totale liberté de circulation est en train de vider de substance tous les pays de l'OCDE. L'élection de Donald Trump aux États-Unis s'inscrit très précisément dans ce refus des classes moyennes américaines de se laisser appauvrir au profit d'une toute petite oligarchie qui d'ailleurs tient les médias et a décidé de pourrir Donald Trump. Sur les 200 plus grands journaux des États-Unis d'Amérique, 197 soutenaient Mme Clinton. Il y en a un qui n'avait pas d'avis, je crois que c'est la Gazette de Las Vegas, ils sont habitués à jouer au casino, qui soutenait Trump. Je ne suis pas là pour défendre spécialement la politique de Trump en matière intérieure, mais force est de constater que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis est assez incroyable, on va voir la suite des événements, c'est que c'est l'émanation, c'est comme le Brexit au Royaume-Uni, c'est comme ce qui va se passer bientôt en France. Ne doutez pas que si je suis candidat, et je pense que je vais l'être,
je vais faire un score qui va stupéfier. Parce que à travers tout l'Occident, les classes moyennes sont en train, et la classe moyenne, la gigantesque classe moyenne, est en train de s'appauvrir à toute allure au profit des Amancio Ortega, au profit des Bill Gates, au profit des ci et des ça. On voyait, il y a une organisation non gouvernementale britannique qui s'appelle Oxfam, qui a publié il y a quelques jours un rapport qui montre que les inégalités flambent au niveau planétaire et que les 8 personnes les plus riches du monde possèdent une fortune de 402 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que 50% de la population planétaire, les 50% les plus pauvres, que 3,7 ou 3,8 milliards d'habitants. 8 personnes ont la même fortune que 3,8 milliards d'habitants sur Terre.